On a donc toutes les affiches des quarts. D'ailleurs, je vous rappelle le tableau. Le vainqueur de Suisse-Angleterre jouera le vainqueur de Turquie-Pays-Bas. Le vainqueur d'Allemagne-Espagne jouera le vainqueur de France-Portugal. Voilà. Et on a Polo Breitner qui est avec nous. Polo, bonsoir. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Et également avec nous Efe qui nous fait l'amitié d'être à nouveau avec nous. Lui qui suit l'équipe de Turquie et que vous retrouvez sur le compte football ActuFoot. ActuFoot Turquie, ouais, c'est ça exactement. Ouais, excuse-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. ActuFoot Turquie. Bonsoir à tous, non, il n'y a pas de souci. Salut Efe. Bon, alors Efe, on va démarrer avec toi parce qu'il y a quand même un truc avec la Turquie assez étonnant. C'est que toi-même, depuis le début de l'Euro, tu n'es pas d'une confiance absolue. Chaque fois, on pointait du doigt les limites de l'équipe. On disait, qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs sur Demiral, en disant, finalement, est-ce qu'il est au niveau, etc. Arabie Saoudite, lui aussi. Et moralité, ouais, clairement. Moralité, ce soir, rien à dire, il marque et tout. Et la Turquie est en quart de finale. En toute honnêteté, est-ce que tu es... au baromètre de la surprise, tu es à combien de pourcents là ? Sincèrement, je m'attendais à une petite surprise de la Turquie, mais je m'attendais pas à un si gros match, surtout de la part de Demiral, qui justement pour le coup était pas vraiment attendu. Donc là, sur un pourcentage, je dirais que j'étais surpris à quoi ? Ouais, 70%, facile. Bon, on est d'accord. C'est vrai qu'il oui, clairement, c'était pas du tout attendu. Hein. Sincèrement, j'avais même j'avais dit que pour moi l'Autriche était favorite de très loin, et au final on n'a pas eu le droit à une très grande Autriche, je trouve. C'est ce qu'on a vu, hein. Non, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a vu, une équipe qui dominait, qui a gâché quelques occasions, mais qui a fait face à un bloc hyper bien organisé. Alors, bloc organisé, puis je trouve que mentalement, les Turcs sont quand même bien entrés. Sur la première occasion du match, assez marrant, tu as une occasion tout de suite pour Sabitzer, pour les Autrichiens, enfin une sorte de demi-occasion. Et dans la relance, les Turcs quand même dans l'engagement, j'ai senti, c'est derrière là-dessus qui est le corner, mais qu'ils étaient en tout cas dans leur match en termes d'intensité. Et derrière, sur les coups de pied arrêtés quand même, et c'est pour ça que je voulais souligner Arda Güler, ils ont quand même été chirurgicaux, c'est-à-dire que sur un domaine où moi j'attendais pas autant de qualité, alors Arda Güler sur le tireur oui, mais dans la surface je m'attendais à plus de qualité côté autrichien. Là ils les ont punis et derrière après ils ont défendu super bien quoi. Oui, après les Autrichiens n'ont pas mis à profit toutes leurs occasions, ils avaient énormément de situations, ils se sont créés des occasions. Je pense qu'Arnautovic en a une énorme sur laquelle il doit faire beaucoup mieux. Je veux dire, entre le fait de démarrer à la première minute en profitant du fait que l'équipe, on va dire comme ça très vite, n'est pas bien réveillée, pas complètement rentrée dans le match, tu mets un but, dans la foulée, tu as celui qui est censé un peu porter l'équipe, qui rate une occasion en 1 contre 1, à l'arrivée, ça finit par coûter cher. Tu peux continuer à dire les Autrichiens étaient meilleurs, les Autrichiens ont eu des occasions, ont eu ceci, cela. Sur ce genre de match-là, si tu as une équipe comme la Turquie où il y a quand même de vrais bons joueurs de ballon, ils sont capables de ressortir, de jouer en contre. Bon, ils ne se sont pas créés une tonne d'occasions, hein. Mais bon, 2 corners, 2 buts, efficacité maximale. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans le foot, hein. On ne tombe pas de l'armoire quand on voit ce genre de match-là. Ça arrive. Le foot propose ce genre de spectacle assez régulièrement, surtout dans les compétitions internationales. Polo, l'Autriche en tout cas nous aura offert quelques-uns des plus beaux matchs de l'Euro. Ce soir c'en était un. Il y a eu le Pays-Bas-Autriche aussi qui était un beau match. Est-ce que tu considères ce soir que c'est une grosse contre-performance ou pas ? C'est un scénario avant d'être une contre-performance. Je suis d'accord avec Daniel. Quand tu commences à être mené au score et que tu n'es pas réveillé, quand tu as sur le terrain des leaders qui n'ont pas été là, parce qu'il faudra quand même parler de Sabitzer, Arnautovic et Baumgartner ce soir, qui sont des leaders de l'équipe et qui n'ont pas été à 100%, que tu es mené 2-0 parce que la Turquie n'a pas fait grand-chose à part piquer, mais ça fait partie du football. Et d'ailleurs, l'un des mots du football actuel, c'est ces blocs qui sont à 30 mètres de leur but et qui défendent pendant 90 minutes. Tant qu'on n'aura pas trouvé une vraie solution, ça fera partie. Mais encore une fois, comme l'a dit Daniel, c'est pas la première fois que ça arrive. Foot, hein, on voit ça tout le temps. Oui, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la dernière fois. Ce qui est dommage ce soir, évidemment, c'est que c'est pas la meilleure équipe qui se qualifie. Parce que si le football ressemble à ce que propose la Turquie, on peut aller jouer au bowling, quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué. Maintenant, ce scénario existe, et là je suis d'accord avec ce que vous avez dit, parce que l'Autriche n'a pas fait ce qu'il fallait. Il
ils n'ont pas été bons, notamment sur les coups de pied arrêtés. Sabitzer a raté un nombre incalculable de corners. Ça manquait de variété dans l'animation offensive. J'ai apprécié le fait que Rangnick prenne tout de suite ses responsabilités en passant en 4-4-2 en début de seconde mi-temps et en sortant Romano Schmid qui était pas bon ce soir non plus, qui avait pris un jaune, etc. Non, pour moi, c'est un match, oui, qui fait mal. Mais l'Autriche, d'un autre côté, s'est parfois trouvée dans la situation de la Turquie à gagner des matchs comme ça aussi. Donc, il faut pas accuser la Turquie. Ça fait partie aussi d'un apprentissage où cette équipe Mais je pense qu'elle avait un gros coup à jouer dans cet Euro. Hein. Oui, non mais en retrouvant les Pays-Bas en quart, c'était un match ouvert. Cette partie de tableau, de toute façon, il y avait un vrai truc pour eux. Hein. Moi, je trouve que je maintiens. J'aimais cette équipe. Je continue à trouver qu'elle est bien. Ce soir, effectivement, comme tu dis, il y a peut-être un ou deux tauliers qui n'ont pas été à la hauteur, mais les occasions sont là, le jeu il est là, la volonté de jouer elle est là. Mais Arnautovic égalise en début de seconde mi-temps. Le match. Je pense que c'est pas la même chose. Son occasion elle est énorme, Arnautovic. Peut-être, mais est-ce que Polo, comme tu l'as dit, c'est quand même le fort des grandes équipes en devenir, on va dire. Enfin, des sélections fortes. Je prends l'exemple de ce que tu décris et que moi je vois aller au bout au moins en finale, c'est la Suisse. Tu vois, la Suisse, l'expérience acquise dans les tournois depuis quelques années, lui a servi justement. Et maintenant, cette Suisse-là, elle est capable d'aller déjouer aussi des équipes comme ça. On est tout à fait d'accord et j'ai une discussion qui date de 2015 avec des journalistes suisses. Parce que moi, cette équipe d'Autrichienne, je la vois progresser saison après saison, et c'est pas nouveau. Si elle fait 3-0 à la suite, il y a des raisons. Elle n'arrive pas à se qualifier pour une Coupe du Monde. Et je me rappelle, en 2015, je fais des débats en Suisse parce qu'il y a un match amical entre l'Autriche et la Suisse. Et on me dit, mais tu penses quoi de l'Autriche? Et je dis, mais cette équipe autrichienne, elle est au minimum aussi bonne sur le papier que l'équipe suisse, sauf que l'expérience, le vécu commun de la Suisse, le fait d'avoir rencontré des grosses nations, d'avoir perdu parfois de prendre des grandes défis, des grosses raclée et parfois d'aller chercher les points, etc. L'Autriche ne l'a pas aujourd'hui. Et là, on la met dans une position de favorite face à la Turquie. Et les gens disent c'est pas un rôle avec le. C'est pas pareil. C'est pas un rôle habituel. C'est comme jouer contre un bloc bas comme ça. Bloc bas est favori. Oui, c'est pas un truc qui est habituel pour. La comparaison avec la Suisse est intéressante parce qu'effectivement, la Suisse, quand elle sort la France au tir au but, cette expérience-là, elle l'a quand elle rencontre sur son dernier match, quand elle rencontre l'Italie. Et elle fait preuve d'une maîtrise qu'elle n'avait pas sans doute il y a 4, 5, 6 ans. Et l'Autriche aura peut-être cette maîtrise dans d'autres tournois après avoir justement vécu ce calvaire. Là, mais elle a des postes compliqués. Le gardien, il n'y en a toujours pas. Arnautovic, il n'y a pas vraiment de remplaçant qui arrive. On va voir ce qu'il va faire Galazic. Il y a prolifération de milieux de terrain, de défenseurs centraux, mais les latéraux, c'est pas terrible. Hein. Mvene est pas bon une fois de plus. D'ailleurs, Mvene, il est même meilleur à droite qu'à gauche, etc. Donc, non, il y a des joueurs polyvalents qui permettent, encore une fois, il faut relativiser. Je veux dire, il y a 10-15 ans, on se posait la question de l'Autriche, on faisait les fonds de tiroir, on savait même pas comment trouver 23 joueurs, quoi. Là, on se dit, ah bah mince, c'est presque une contre-performance. On se souvient de l'époque où en Autriche, il y avait un attaquant très grand et Raymond Domenech se demandait s'il fallait une échelle pour le prendre sur corner. Mais oui, mais il y avait Janker, il y avait Polster, il y avait des choses comme ça. C'était un escabeau qu'il avait dit. Mais il y avait Krankel, il y avait tout ça, et ça manque un petit peu. Mais moi, je suis pas déçu par le parcours. On m'aurait dit là, avant la rencontre, avant le tournoi, que l'Autriche finirait premier dans un groupe où il y a la France, la Pologne et les Pays-Bas. J'aurais rigolé, quoi. Donc voilà, c'est de l'apprentissage. Tu avais une occasion énorme d'aller en quart de finale d'un Euro. C'est raté, c'est pas grave. Prochain objectif, la Coupe du Monde. Revenons un peu à la Turquie avec Efe, parce que parmi les grands débats dans l'équipe turque, il y avait le cas de Güler, la gestion par le coach Montella d'Arda Güler. Là, ce soir, il est titulaire. Il y a eu le cas d'Emiral, on en a parlé tout à l'heure. Il y avait pas mal de questions. On peut quand même considérer qu'il y a une montée en puissance malgré tout, hein, malgré les doutes et tout. Sans doute qu'ils seront à nouveau pas favoris contre les Pays-Bas, mais enfin il se passe quand même un truc. Alors, pour moi déjà, Arda Güler, il a eu un poste assez spécial, encore une fois. J'ai l'impression que Montella, à chaque match, change son usage d'Arda Güler. Là, il était mi-faux 9, mi-10. J'ai un peu du mal à comprendre exactement ce qu'il voulait faire avec lui. Mais pour autant, oui, sur coup de pied arrêté, il était bon, on l'a vu, mais j'ai pas trouvé Arda Güler exceptionnel, hein, franchement, sur le match. Pour moi, moi je suis d'accord avec toi. C'est pas lui qui se démarque le plus. Hein. Ouais, mais moi, je trouve que la liberté qu'il lui laisse a perturbé les Autrichiens. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Oui, bien sûr. Pardon ?
Il a dit oui, bien sûr. Non, vas-y, je t'ai coupé. Non, voilà, c'est en ce sens que moi j'ai trouvé intéressant qu'il puisse se permettre quelque part le luxe d'avoir un bloc qui a aussi bien défendu avec un joueur qui lui a fait, comme l'a dit, sur coup de pied arrêté et qui est aussi libre. J'ai trouvé ça assez étonnant de lui donner finalement autant de liberté avec ce statut, quoi. Oui, bien sûr, mais après, en termes d'occasion créée, c'est pas non plus en dehors des coups de pied arrêtés. Dans le jeu, c'est pas exceptionnel. Franchement, moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus d'actions qui sont parties de Ferdi Kadiolo, du latéral gauche, que d'Arda Güler. Et même pareil, Kenan Yildiz, il a été assez décevant. Au contraire, moi, je soulignerais plus le match d'Orkun qui a remplacé à merveille, je trouve, Hakan en tant que 10, en tant que milieu avancé. Et pour moi, les projecteurs ils sont projetés à fond sur ces deux jeunes joueurs, mais la Turquie, pour moi, elle n'a pas du tout démérité. Il y avait un bon jeu collectif. Les lacunes défensives ont été pour la plupart corrigées. On l'a vu, hein, la charnière d'Emiral Bardakci, là, c'était du solide ce soir. Même au niveau des latérales, c'était pas mal. Donc je trouve que non, franchement, la Turquie, elle n'a pas démérité, même si, bon, c'est vrai qu'en termes d'occasion créée, de tirs, etc., on est en retard. Il y avait l'envie, il y avait la volonté. J'ai pas eu cette sensation-là chez les Autrichiens. Donc pour moi, ça reste un match, qui était peut-être pas évident à remporter, mais au final, qu'il l'a été. Et Arda Güler, en l'occurrence, il a été plutôt bien utilisé quand même, je trouve. Même si, pour moi, il devrait évoluer vraiment en tant que 10 pur et pas sur l'aile droite, un peu comme on peut le voir dans un poste hybride avec Barış Alper. Bon, on verra ce qui se passe pour les quarts de finale. Montella, du coup, là... maintenant, ça va être mieux. Oui, parce qu'il était quand même pas mal contesté. Ouais, à fond. Parce que là, on peut considérer, quart de finale, que la Turquie a largement réussi son Euro avec le match de ce soir. Alors, oui, clairement, déjà, on s'entendait pas grand-chose avant le début de l'Euro. De toute façon, j'étais pas le plus optimiste dès le départ. Et je pense qu'on peut en fait dire que... supporter turc qu'on a eu au 32-16 ou qu'on a invité comme toi, qui est journaliste, personne n'était optimiste pour la Turquie. Hein. C'est pour ça que c'est surprenant. J'ai envie de dire que 8 ans, moi ça fait presque 8 ans, 2016. Depuis 8 ans, la Turquie elle a enfin confirmé son statut d'équipe surprise contre l'Autriche en l'occurrence. Donc ça a pris du temps, mais je pense que la génération qui arrive a confirmé les espoirs qui étaient placés en elle. Et maintenant, on se dit que les Pays-Bas, c'est pas encore une fois le pire match qu'on pourrait avoir. Donc on espère aller plus loin. Et comme l'avait dit Walid, je crois, la dernière fois, la Turquie en compétition, c'est soit demi, soit catastrophe dès le début. Donc, oui, sauf que ça arrive pas. Justement, pour les plus belles pages de l'histoire du football turc, on a évidemment 2002 en 1. Ouais. Ah bah oui. 2008 en 2. Ouais. Et puis en 2004, je crois que ça a fait un quart aussi à l'Euro. Et donc là, c'est écriture en cours. Écriture en cours, la suite qui arrive. Enfin, moi, 2002, j'ai une question un peu polémique. Troisième place à la Coupe du Monde, quand même. Quand même, oui, bien sûr. J'ai une question un peu polémique. Ouais, Polo. Super. Il y a quand même 85 millions de Turcs en Turquie, justement. Comment ça se fait que l'équipe nationale n'est pas plus forte, tout simplement, et qu'on reste dans une logique d'équipe surprise? Moi, j'ai beaucoup de Turcs ou de binationaux qui jouent en Bundesliga. Parce que les meilleurs, ils jouent chez toi. Non. Enfin, Çalhanoğlu, il est pas en équipe nationale. Là, il est suspendu ce soir. Mais comment se fait-il que ce pays, en plus avec la capitale stambouliote, il y a des clubs qui sont quand même assez monstrueux quelque part. Avec des clubs qui drainent énormément de supporters, c'est vrai. Exactement. Comment se fait-il qu'avec 85 millions une population de 85 millions, on n'arrive pas à avoir une équipe turque qui soit considérée à chaque Euro ou à chaque Coupe du Monde comme un potentiel favori? En fait, je suis d'accord avec toi, le potentiel démographique, il n'est pas du tout exploité. Mais il y a un problème déjà au niveau de la fédération, au niveau des infrastructures, au niveau des clubs. En fait, le football turc a toujours été très court-termiste et en fait n'arrive pas à se projeter sur très longtemps. À chaque fois, ça se voit de toute façon en Super League. Les gros transferts, c'est jamais des transferts qui sont destinés à. Mais le championnat est en perte de vitesse complète. Ils ne font plus rien en Coupe d'Europe, les clubs turcs, même s'ils ont une belle histoire. Voilà. Donc ça tient à l'organisation, à la structure. C'est peut-être pour ça aussi que Altintop est en train de bosser là-dessus, non? Hamid Altintop, il est assez critiqué en Turquie justement. En fait, son travail, il est un petit peu ambivalent. Il est bien vu par certains parce qu'il permet justement, vu qu'il est binational aussi comme Çalhanoğlu, il est allemand et turc. En fait, il a des contacts privilégiés avec les Turcs qui vivent en Allemagne pour leur permettre de choisir la sélection turque. Mais en dehors de ça, à l'échelle locale, vraiment, il n'y a pas beaucoup de travail qui est fait au niveau justement des infrastructures, des centres de formation. Et donc, il n'a pas envie de mettre tout ça en place, justement.
J'ai pas l'impression, franchement, en dehors d'Arda Güler, il n'y a pas, en dehors d'Arda Güler et d'Arda Turan, là, récemment, sur les 15 dernières années, il n'y a pas un bon joueur turc qui est sorti d'un centre de formation turc. Kenan Yildiz, c'est le Bayern. Hakan, c'est Leverkusen. Il y a plein de joueurs comme ça qui sortent des centres de formation européens. Donc, c'est pas du tout. Je veux dire, donc l'équipe de Turquie, paradoxalement, même ce soir, peut remercier la formation allemande, quoi. Évidemment. Ah, clairement. Il y a même eu beaucoup de polémiques, d'ailleurs, à ce niveau-là. Ah ouais, Polo, vas-y, raconte. Oui, parce que par exemple, moi, je me rappelle très bien la Coupe du Monde 2014. Zammer était là-bas et il virait tous les agents qui cherchaient à ce que les joueurs deviennent turcs et pas allemands. Et ils arrivaient dans les hôtels de la sélection allemande comme ils faisaient comme si c'était chez eux, quoi. Donc en fait, si tu veux faire un travail là-dessus, il faut évidemment courtiser, mais il faut aussi être respectueux du pays où tu es ou du pays où tu veux être, quoi. Et donc c'est un peu compliqué tout ça. Et tu as toujours l'impression, moi qui m'intéresse à la Turquie, ça fait quand j'étais étudiant, donc tu vois, ça commence à faire un bout de temps, que à ce niveau-là, et tu as employé le mot qui est très juste de court-termisme, qu'il n'y a pas, il faut absolument un résultat tout de suite, etc. Or, quand tu as 85 millions de population, quand tu as des clubs stambouliotes qui ont fait, c'est même pas des exploits, qui ont fait des excellents résultats, parfois contre des grands clubs européens, tu sens que l'équipe nationale devrait être un peu la figure de proue de ce football-là et qui a un énorme potentiel. Il est complètement sous-évalué. Et ça, évidemment, c'est le travail en interne, c'est le travail en Turquie, c'est le travail des spécialistes. Je parle même pas parfois de la corruption ou de ce qu'on entend des joueurs qui sont virés ou moi des anciens Allemands qui sont allés jouer dans le championnat turc, qui sont partis très rapidement parce qu'ils n'ont pas été payés et tout ça. Oui, donc, ça c'est sûr que les paiements avec les billets dans les sacs de sport, ça existe, ou carrément pas les billets d'ailleurs. Oui, ou carrément pas les billets. Et tout ça, c'est compliqué au bout d'un moment. C'est-à-dire que ça se ressent. Et moi, la Turquie, j'aimerais vraiment la voir systématiquement à chaque grosse compétition comme au minimum un outsider. Juste, excuse-moi, Gilbert, j'ai fait une boulette tout à l'heure, évidemment. Je parlais pas de l'équipe nationale, c'était les U21 à l'époque où Mathias Zammer était la coordination des espoirs. L'équipe nationale, c'était pas possible de le récupérer. Oui, c'était pas possible. Donc, je raconte, évidemment, c'était entre 2006 et 2012 où ils viraient Manu Militari, les représentants de la fédération turque et des agents qui voulaient et qui se baladaient dans les hôtels lors des championnats d'Europe, par exemple, pour expliquer aux Turcs qu'on ne fait pas comme ça pour approcher certains joueurs, quoi. Bon. Il y avait beaucoup de commentaires et c'est toujours des débats, et ça a existé en Allemagne, bien sûr, sur le rapport Allemagne-Turquie. Je vois passer beaucoup de messages. Il faut dire merci à un tel, il faut dire merci à un tel. Enfin, excusez-moi. Je suis enfant d'immigrés, très fier de mes racines, de mes origines, de l'histoire de mes deux pays. Mais enfin, si je dois dire merci en premier à quelqu'un, j'ai grandi ici, j'ai profité de tout ce qu'il y avait en France. Mes parents avaient rien quand ils sont arrivés. Je dis merci à la France, quoi. Si j'avais joué en équipe nationale de quelque chose et que j'avais porté le maillot bleu, j'aurais pas forcément demandé à ce qu'on dise merci à l'Italie, quoi. Tu vois, bon, peut-être que ma mère, en faisant des pâtes, elle m'aurait rendu un peu plus fort. J'en sais rien. Peut-être que ça joue. Mais sinon, à un moment, Non, mais les merci qu'on lit, il faut dire merci. L'Allemagne doit dire merci aux Turcs quand Ozil joue. Là, c'est plutôt la Turquie qui doit dire merci à l'Allemagne. Enfin, je veux dire, si les mecs sont formés, on a fait la liste de tous les mecs formés. Si les mecs sont formés en Allemagne, qui grandissent avec cette éducation, cette culture, comment s'appelle la qualité allemande, les structures, les machins. Tiens, au bout d'un moment, il faut arrêter ces guéguerres stupides. Il y a des choses qui sont objectives, quoi. Voilà, t'arrives, t'as un pays dans lequel tu es, et qui te donne, qui t'accueille, tu dis merci. Genre, ça veut dire quoi, ça? Genre, il faut dire merci à ceci ou à cela. Par exemple, Mevlut Erding peut dire merci à Sochaux. Il a été formé. Non, mais c'est un excellent débat parce qu'en fait, ce débat ne ressort que lorsque on gagne avec des binationaux. Mais qu'est-ce qui se passe en 2018 et 2022 en Allemagne? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un faux débat sur l'identité. Pour moi, c'est des faux débats de toute façon. Mais la question, elle est. C'est-à-dire que quand l'Allemagne a gagné, je me suis opposé à ça en Allemagne. J'ai même fait un débat avec Cohn-Bendit là-dessus, évidemment, parce que t'as débattu avec Cohn-Bendit. Ouais, c'était débile. C'était débile parce qu'il disait. Il disait, regarde, l'Allemagne gagne grâce à Mesut Özil, ça. Mais les Allemands, ils avaient gagné avant, déjà. Et quand ils perdent, et on ne dit pas c'est à cause de Mesut Özil. Puis il y a un débat, grâce ou pas grâce. Mais oui, c'est pas grâce. Mesut Özil, c'était un super joueur, on le kiffait pas parce qu'il était d'origine turque. On le kiffait parce que c'était un super joueur. C'est ces tampons identitaires qu'il faut mettre, c'est insupportable au bout d'un moment.
Si après je vais bouffer chez lui, qui me fait ou des trucs, ou que son apport culturel, machin, tant mieux, c'est génial, magnifique, on aime toutes les cultures, mais il n'y a pas de c'est parce qu'il est comme ça que. Non, ça c'est idiot de dire ça. Tiens, Hussein, notre fidèle auditeur ces choses-là. Qui vit en France d'ailleurs, nous dit effectivement en Turquie, personne n'attendait grand-chose de cette équipe. Sans doute le groupe de joueurs le plus faible sur le papier de la Turquie des dernières décennies, dit-il. Bon, attention, en quart, il y aura 2 milieux défensifs qui seront suspendus. Donc, c'est vrai. Alors, Florent est là au 32-16. Salut, Florent. Messieurs, bonsoir. Salut, Florent. Bon, toi, t'es neutre dans cette affaire. Ouais, complètement. Moi, je suis supporter de l'équipe de France. Alors, je sais pas si je vais avoir la pertinence du Flo qui est déjà présent sur le plateau, mais je vais essayer. Tout simplement, déjà, première chose, si ce match avait eu lieu hier soir, enchaîner ça après la bouillie de l'équipe de France, putain, bonjour le choc thermique, c'est pas grave pour la cagnotte, Gilbert. Mais en fait, j'ai non, c'est vrai que c'était un beau match, faut vous le dire. C'était bien, c'était vivant, c'était bien. Ouais, ben, moi, après, chacun son avis sur la question, et chacun se base avec ses critères, ses paramètres, comment il aime le football. Mais moi, j'ai vu le meilleur match de l'Euro ce soir. Ah non, là, pas exagéré quand même. Là, t'exagères quand même. Je parle pas de niveau technique, Daniel. Je parle pas de niveau technique. Tu parles de quoi? Du suspense, tu veux dire? Suspense. D'un peu tout, de l'intensité, de la volonté des deux équipes de jouer avec leurs armes, mais de jouer. L'intensité, le scénario, l'engagement. Dans les duels, ça y allait. Moi, j'ai vu un vrai match de coupe, quoi. C'est ce qui m'a plu dans l'intensité, quoi, vraiment. Non, mais ce qui a bien fonctionné, Florent, c'est que on avait une opposition finalement plus équilibrée que celle à laquelle on pouvait s'attendre. Parce qu'on voyait les Turcs un peu plus faibles que ça. Et dans les matchs qu'on a vus, on a vu soit des équipes avoir peur, on va dire, comme la Belgique hier, qui finalement n'a pas joué son match face aux Bleus. Et ça a donné une bouillie parce que les Bleus, comme offensivement, ils n'y arrivent pas, c'était pas très beau. Mais là, on avait effectivement deux équipes qui pensaient pouvoir passer et qui étaient d'un niveau non pas équivalent mais qui se rapprochaient. Donc c'est vrai que là il y avait de l'homogénéité et donc il y avait effectivement un vrai, c'est vrai, tu as raison quand même, un vrai bon huitième de finale. Tu vois, le Pays-Bas-Roumanie a été plus déséquilibré, même si les Pays-Bas ont été bons. Soit ça a été déséquilibré comme l'Espagne-Géorgie, soit ça a été un peu décevant parce que les équipes n'ont pas vraiment joué comme la Belgique hier et la France pas bonne. Alors que là, les deux équipes ont joué et effectivement, elles avaient la chance de passer. Sur le papier, on est d'accord que c'est peut-être le huitième le moins sexy, on va dire. Et pourtant, ce genre de match-là, moi, je l'attends plus d'un France-Belgique dans la logique. Ouais, mais parce que je te dis, tu as de l'homogénéité, tu as des équipes qui sont proches l'une de l'autre, et donc tu as un effet caméléon au foot. C'est-à-dire que quand tu te rapproches de ton adversaire, tu peux avoir une opposition qui est plus sympa qu'avec deux équipes déséquilibrées. Si tu me permets, tu dois pas vraiment réagir comme ça, parce que l'histoire du foot a toujours proposé ce genre de rendez-vous manqué où tu attends. Par exemple, regarde. Je ne peux pas croire que ça se passera mal. Mais le Espagne-Allemagne, on s'attend tous à un match extraordinaire. Je suis convaincu à 100% que ça va l'être. J'espère que ça va l'être. Mais c'est pas la première fois qu'on annonce des grosses affiches et que le fait de se redouter, le fait d'avoir peur l'un de l'autre, de se dire si je m'ouvre un peu, l'autre il va me trouer, ça peut donner des matchs fermés au final. Alors c'est pas du tout dans la nature ni des Espagnols ni des Allemands, surtout en ce moment. Ça a pu l'être dans le passé, mais pas en ce moment. Donc on s'attend tous à un gros match. Et là, Autriche-Turquie, tu sais, des matchs entre guillemets de second couteau en compétition qui ont donné des matchs de merde. Il y en a eu des tonnes aussi parce que de la même façon, tu avais deux équipes qui se regardaient en disant on est outsider, aussi sont outsider, on n'est pas attendu, donc on attend parce que ça va peut-être tourner de notre côté pour qu'on continue l'aventure en quart de finale. Il n'y a jamais réellement de promesses tenues ou de promesses pas tenues dans le foot. C'est voilà, tu as les matchs qui sont en même temps, pardonne-moi, France-Belgique, tu pouvais t'attendre, je ne sais pas à quoi tu t'attendais, mais si tu connais les Bleus depuis 10 ans maintenant et les Belges de ces derniers temps, honnêtement, moi, je ne m'attendais pas à un grand match. Au mieux, j'attendais 1-0, 1 partout, 0-0. C'était vraiment, si j'avais dû jouer, je joue rarement et j'ai pas pronostiqué ça, mais j'aurais certainement pas mis les 3 buts dans le match. Comme je remercie Florent en Ligue des Champions. Je remercie Florent au 32-16. On va conclure sur ce match avec Ferhat, qui est supporter de la Turquie. Ferhat, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ferhat. Bon, est-ce que toi-même t'es surpris ?
Surpris, oui et non. Parce que vraiment, il y a de la qualité dans l'équipe. En fait, il y a vraiment des joueurs talentueux. Et là où je n'étais pas d'accord avec votre consultant sur le match de Arda, en première mi-temps, vraiment, il a fait déjouer l'équipe d'Autriche sur les sorties de balles, où tout le temps, il y avait des prises à deux sur lui, sur une touche, deux touches. Il arrivait toujours trouver les bonnes passes. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Et ça nous a vraiment aidé à ressortir, même si ça finissait pas sur des grosses occasions, où vraiment on arrivait à sortir de notre camp, entre guillemets. Que sur les 20 dernières minutes, on n'arrivait plus à sortir des 30 mètres. Bon. Et comment tu vois le match face aux Pays-Bas? Parce que maintenant, il faut parler de la suite, quoi. La suite, les Pays-Bas, en fait, contre la France, c'était costaud. Après, contre l'Autriche, un peu moins, du coup. Donc, c'est du 50-50. Je vois ça comme du 50-50. Après, on a 2 suspendus importants avec Yuksek et Kourkchou. Du coup, ça va un peu jouer peut-être sur la composition d'équipe. On ne sait pas quel joueur il va aligner, monter là. Mais je pense que c'est du 50-50 à ce stade de la compétition. Ça joue sur des détails, sur des coups de pied arrêtés. Ça peut aller dans les deux sens, en fait. Comme ce soir, ça aurait pu aller dans le sens de l'Autriche, comme ça allait dans le sens de la Turquie. Parce que vraiment, l'Autriche, ils ont eu des grosses occasions aussi. Ça s'est joué sur des détails, en fait. On verra ce que ça donne. Moi, on va être méfiant quand même, hein, parce que les Pays-Bas, on va en parler avec. Mais là, maintenant, le match d'après, de toute façon, les Turcs ils ont démarré la deuxième phase en étant dans la peau à chaque fois de l'outsider, et ça va continuer. Évidemment que Pays-Bas-Turquie, tout le monde voit les Pays-Bas. C'est logique que ce soit comme ça. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à dire ça. Et les Turcs, en plus, je suis persuadé, sont assez satisfaits d'être dans cette situation-là. Ils disent maintenant, c'est que du bonus, on est à l'aise, ils vont jouer libéré, ils vont probablement utiliser la même tactique, les Pays-Bas vont attaquer, et voilà, c'est eux qui auront la pression. Non, mais c'est sûr, de toute façon, c'est avec ce jeu-là qu'on s'est qualifié, en faisant un gros match en Croatie. En déplacement, on bat la Croatie, pareil, bloc bas, et on joue en contre. C'est notre jeu, c'est ce qu'on va faire encore, j'en suis sûr. Et ça changera pas, comme tu dis, Daniel. Et puis ça va jouer sur des détails, en fait, à ce stade de la compétition. On a vu hier avec la France aussi, un tir contré, ça fait but, et on sera preneur, pareil, si on marque sur coup de pied arrêté, et s'il y a la qualif au bon, on sera preneur. Ouais, ça, j'imagine bien.